Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui a pour objectif de faire le point sur la situation du secteur aérien et également mettre en lumière les évolutions et les dernières perspectives qu'on a et qui ont été émises par les grands acteurs de l'aérien. Le premier graphique, c'est Eurocontrol. Donc là, on est sur la prévision de trafic en nombre de vols qui devaient être réalisés. On avait normalement l'objectif d'être à moins 20% de trafic à horizon premier trimestre 2021. Et ça, c'était s'il y avait une réouverture coordonnée des frontières, si on n'avait pas de deuxième chute et de deuxième vague et de nouvelles fermetures. Donc là, on était vraiment sur un objectif qui était ambitieux, mais qui était quand même relativement tenu jusqu'à cet été. Le problème, évidemment, c'est qu'on a maintenant une mise à jour qui date du mois de septembre, et c'est la courbe que vous avez en bas, le rouge. On voit que finalement, on est sur une situation où on espère arriver à moins 50, moins 60% sur le premier trimestre 2021. Donc une situation beaucoup plus dégradée que ce qu'on avait encore imaginé à la fin de l'été dernier. Étant donné le trafic à venir qui est évidemment révisé à la baisse, on a les grands groupes aériens qui ont mis des projections qui étaient plus faibles que ce qui était attendu. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à moins 50% du trafic, on a des annonces. Air France-KLM pour le dernier trimestre de l'année, c'est-à-dire de maintenant jusqu'à fin décembre, espère pouvoir assurer 38% de ses sièges, offrir 38% de ses sièges. IAG, le groupe donc avec British Airways, seulement 30% de ses sièges, Lufthansa 25%, et le Ryanair espère pouvoir assurer 40% de ses vols. Ce sont des chiffres évidemment qui sont excessivement faibles, qui sont encore en dessous de ce qu'on vient de voir pour Eurocontrol qui avait des prévisions de trafic aérien. Quand on regarde dans le détail, on voit, par exemple là c'est pour le groupe Air France, quand on regarde sur le long courrier, l'année dernière, on avait 92% de remplissage, par exemple, sur le long courrier en octobre. Cette année, en octobre, on est à 42% du trafic de l'année précédente et on a un remplissage qui est seulement de 47%, alors qu'on était à plus de 90% l'année dernière. Donc on a vraiment ces deux facteurs, le nombre de vols qui vont être réalisés, mais également le remplissage des avions. Et encore derrière, on a la valeur du billet. Parce que moins un avion est rempli, moins les billets sont chers, puisque les derniers billets sont les plus chers. Vous avez un système de management de ce côté-là. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a une grosse différence entre la capacité qui est offerte. On le voit là sur le troisième trimestre. On avait une capacité offerte pour le groupe Air France-KLM qui était à moins 60% en offre de sièges disponibles en distance. Et on a un revenu qui s'est effondré de 77%. Donc c'est pour ça que les chiffres qui étaient visibles avec Flight Radar, avec plein de gens qui nous donnaient des chiffres qui sont ceux qui sont visibles en nombre d'avions qui volent, ça ne donnait pas une réponse réelle sur l'état financier des compagnies aériennes qui aurait été encore plus dégradé que ce qu'on pouvait attendre. Et donc maintenant on a des projections qui sont réalistes sur l'année 2021 et qu'on sait faire la part des choses entre le trafic et le remplissage et le prix réel des billets. On a une projection qui est un petit peu plus précise sur ce qui va se passer sur l'année 2021. Et là, c'est ce que vient de sortir l'IATA, donc l'Association du trafic aérien. On a une prévision qui est à moins 51% en revenus en 2021 par rapport à ce qu'on attendait et par rapport aux projections qui avaient été faites en 2019. C'est-à-dire que vraiment, on a moins 50% de chiffre d'affaires encore en 2021. C'est dégradé dans des proportions que personne n'avait imaginées jusqu'il y a quelques semaines. On prend par rapport à la projection, parce qu'évidemment, en 2019, on avait une projection de croissance, on avait acheté des avions, on avait investi, on avait recruté, on avait formé des pilotes. Les avions qui devaient être livrés en 2021, en réalité, ils ne sont pas payés au moment de la livraison. Par exemple, il va y avoir des paiements qui vont être échelonnés, 12 fois 5% du prix de l'avion, et le restant du prix de l'avion qui va être donné au constructeur au moment de la livraison. Mais du coup, les compagnies aériennes ont commencé déjà à s'engager sur des frais, sur des investissements, parce qu'on avait une projection de croissance. Donc quand on se retrouve à 50% en dessous de la projection de croissance en 2021, c'est vraiment dramatique parce que les engagements des compagnies aériennes aujourd'hui, elles sont de réceptionner des avions, et si elles renoncent à reprendre leurs avions, évidemment, elles vont devoir payer des pénalités, ça va être des frais, ça va être plein de choses. Donc évidemment, les constructeurs veulent pas, ils sont également dans une situation très compliquée, mais ils veulent pas accélérer la faillite des compagnies aériennes. Donc il y a certainement des arrangements qui vont être trouvés. C'est pour ça que la production aérienne aujourd'hui est revue à la baisse, même si Airbus annonce qu'ils vont remonter à 40 avions par mois, ce qui est très bien, même si c'est évidemment très inférieur à ce qui était attendu. Néanmoins, on voit, avec des projections aussi dégradées pour 2021, on va continuer dans la crise et on n'est pas prêt de s'en sortir. Les résultats des compagnies aériennes vont continuer à se dégrader. Vous vous souvenez, j'avais fait en mars une vidéo dans laquelle j'avais expliqué les différentes typologies de sortie de crise. Le scénario en V, c'était le plus favorable, c'est celui qu'on attend, qu'on espère à chaque crise.
ça s'écroule, et puis on remonte comme si s'était rien passé, on revient sur la courbe initiale. En fait, c'est plus ou moins ce qu'on est en train de voir en Chine. Donc il y a des pays qui sont sur une reprise en V. Le trafic aérien en Chine est déjà supérieur à son niveau de 2019 pour le trafic intérieur. Donc il y a des pays qui s'en sortent très bien. Ils sont rentrés dans la crise dans une forme exceptionnelle. Ils avaient un fort taux de croissance, ils ont tout récupéré. Chez eux, la crise est finie, il n'y a plus de problème sanitaire, ils ont bien géré tout ça. Ensuite, il y a le scénario en U. Donc là, il y a une crise, on récupère un petit peu, mais en fait, on refait une courbe parallèle qui va être en dessous de celle qui était prévue, donc là on peut mettre 2, 3, 4 ans avant de se rétablir. Ensuite on a la crise en U long, donc là on a simplement une période de rétablissement qui va être plus longue avant de revenir au niveau de croissance qu'on attendait et qu'on espérait avant la crise. Et donc ces trois typologies de crise, c'est plus ou moins ce qu'on voyait sur les crises précédentes. Par exemple en 2008, vous le voyez, la crise en Chine, il n'y a pas eu de crise, il y a juste une baisse de la croissance, mais en réalité ça a continué à croître d'une manière qui était très importante. Aux États-Unis, à l'inverse, on avait une crise qui était presque en U long parce qu'on a un rétablissement qui était très long et il a fallu attendre l'année 2014 pour dépasser le niveau de trafic de l'année 2007. Et la crise européenne était un petit peu particulière puisqu'on a eu d'abord la crise qui était liée au subprime, ce qui était un choc mondial, mais dans un deuxième temps, on a eu la dette grecque et là, on a eu une baisse de trafic, une deuxième baisse de trafic, ça ressemblait à un petit W. Les autres typologies de crise, celles qu'on redoute le plus, c'est les crises en L. Donc là, c'est qu'on a une modification du rythme de la croissance de l'aérien, ou du secteur dans lequel on parle. Par exemple, au lieu d'avoir une croissance qui était de 4% par an, comme on l'attendait jusqu'en 2050, eh ben peut-être qu'on va être avec une crise qui serait, à l'issue, on aura une modification de la structure. Peut-être que les gens vont moins voyager, peut-être qu'ils vont faire plus attention pour des raisons écologiques, peut-être que les professionnels vont plus avoir besoin d'autant se déplacer parce qu'il y a des signatures électroniques, parce qu'il y a un certain nombre de fonctions qu'ils pourront faire à distance. C'est infinitésimal, c'est 5 à 10% maximum dans les pires estimations d'un point de vue aéronautique qui estiment qu'on pourrait avoir une baisse de trafic professionnel de jusqu'à 5 à 10%. Mais du coup, au final, on aura une croissance qui serait à 3% par an au lieu de 4% par an. Et ça, c'est le premier document, celui de la TAG qui a été publié au mois de septembre, qui nous montre, voilà, on a cette évolution avec les courbes, 16% de réduction du trafic attendu en 2050 par rapport à celui qu'on avait en prévision. Parce que réellement, c'est pas juste un décalage, il y a la crise et on remonte. Non, 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 on a vraiment deux courbes parallèles et une courbe qui va être plus faible que ce qui était attendu par le passé. Ça, c'est une vraie révolution. On a aujourd'hui le L qui est attendu et qui est prévu et qui est annoncé par les grands acteurs de l'aérien qui regroupent les industriels et tous les autres. Là, on est sur une question de très long terme et donc évidemment sur la durée de rétablissement parce que quand vous avez une crise, que ça s'effondre, quand ça revient parallèle, ça va, mais quand c'est en L, ça met encore plus de temps avant de revenir au niveau de 2019 duquel on était parti. Et ensuite, le deuxième problème, c'est qu'on se dirige aussi vers le W, c'est-à-dire qu'on a le premier confinement et on a une deuxième fermeture des frontières. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est ce que le Vietnam a vécu et est en train de vivre aujourd'hui. Vous avez en rouge sur cette courbe le nombre de cas, en bleu l'effondrement du trafic, et on voit qu'il y a eu un premier effondrement du trafic en avril-mai, et un deuxième effondrement en août. Et là on parle que du trafic national domestique, parce que il y avait un retour, et c'est ce qu'on est en train de vivre en France, c'est ce qu'on va vivre en France, dans lequel on ne va plus de nouveau avoir d'avions qui vont voler sur le territoire national, et évidemment encore moins en international. Et donc maintenant la question, c'est qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va être un W plus un U? Eh ben non, puisque du coup, on a déjà vu que c'était un W avec un L. C'est-à-dire que non seulement on a un deuxième effondrement qui prolonge d'autant le début du rétablissement, et ensuite qui est suivi par une croissance qui va être structurellement plus faible. Quand on parle de 3% de croissance, on parle de moyenne mondiale. Malheureusement, l'Europe n'aura plus ce niveau de croissance. On reviendra au niveau de trafic, mais on reviendra au niveau de trafic de 2019 très très tard. Certainement à la fin de la décennie 2028-2030, on sera revenu au niveau de trafic de 2019. Donc c'est une situation qui s'est jamais vue dans le passé, c'est très très long, ça va prendre beaucoup de temps pour se rétablir, et les compagnies aériennes ne peuvent pas rester dans une situation à attendre que ça revienne. Le premier prêt qui avait été contracté, c'est simplement pour se dire, allez, on vous prête de l'argent pour tenir jusqu'à la fin de l'année 2020, début de l'année 2021, comme ça le trafic sera revenu. Sauf que là, les compagnies, elles grillent l'argent à hauteur de 1 milliard d'euros par trimestre. Les liquidités, c'est quasiment 1 milliard d'euros par mois. Donc on ne peut pas tenir jusqu'à l'été 2022 en espérant une reprise à ce moment-là. Les compagnies ne peuvent pas s'en sortir simplement avec les efforts qui ont déjà été faits, malheureusement.
Vous avez, on le voit, là c'est par exemple sur le deuxième trimestre. L'activité passager donc s'est effondrée, on a moins 85% de chiffre d'affaires. On a le cargo qui a augmenté de 15-18%, mais c'est relativement faible par rapport au poids global de ce que se fait l'aérien. Donc au final, on a une baisse du trafic et une baisse des revenus totaux des compagnies aériennes qui serait autour de moins 70%. Par contre, les coûts n'ont baissé que de 45-50%. Donc au final, quand vous avez les revenus qui s'effondrent davantage que les coûts, forcément vous êtes dans le rouge et vous y restez longtemps. De quelle manière ça a baissé? D'abord le fuel il a baissé de 80%, mais c'est simple, le prix du carburant qu'on voit en rouge s'est effondré, il est passé de 85 $, le baril à peine 55 $ le baril, donc là il y a un effondrement, et puis la baisse de la consommation qui était liée à la baisse du trafic, on a réduit la quantité de carburant dont on avait besoin, donc forcément on a une facture qui diminue. Ensuite, on a tout ce qui est lié à l'exploitation des aéroports, aux frais, et là c'est quasiment moins 70%, mais ça c'est logique, moins on a de passagers, moins on va payer de taxes d'aéroport, sauf que les aéroports, à un moment, ils ont aussi des charges fixes, et donc il est possible qu'ils cherchent à réaugmenter leurs tarifs, surtout qu'aujourd'hui on fait peser sur eux un certain nombre de frais, notamment les futurs tests antigéniques qui vont être déployés massivement. Dans de nombreux pays, ce sera sur les aéroports que vont reposer ces nouvelles obligations sanitaires, tout comme ils avaient dû payer après 2001 tout ce qui était sûreté aéroportuaire. Finalement c'était les aéroports qui ont porté une partie de cette charge-là, même si c'était répercuté en partie sur les taxes aéroportuaires, n'empêche qu'il y a une partie qui était venue impacter les résultats des aéroports. Troisième élément, la maintenance des avions, ça forcément c'est un poste incompressible, mais néanmoins quand on vole moins, il y a un petit peu moins de coûts, mais il faut quand même continuer à maintenir les avions, et donc on a moins 50% sur ce poste. Ensuite, on a la charge de travail, et là, malgré tous les efforts, malgré toutes les réductions, malgré le chômage partiel et malgré les licenciements massifs, il y a une baisse qui était que de 20-25%. Et le problème, c'est que malgré cette baisse, étant donné la baisse du trafic qu'on a de l'autre côté, eh bien, on a un coût du travail qui a explosé. Parce que ramené au siège offert, comme vous le voyez, on était à 2 centimes, 2 cents de dollars par kilomètre par siège proposé, et on est passé à quasiment 8 centimes de dollars. Enfin, c'est impossible de tenir dans ces conditions-là. L'objectif pour être à l'équilibre, ce serait la courbe rouge que vous voyez en bas. Pour revenir au niveau, il faut que ça baisse jusqu'au niveau de 2021, donc il faut encore baisser de 52% le coût humain. Donc vous imaginez, évidemment, ce sont des efforts qui doivent se faire sur la masse salariale, donc à la fois sur la salaire, mais aussi sur le nombre de salariés. Les intérimaires, etc., tous les emplois vacataires, tout ce qui est extérieur, tous les stagiaires, toutes ces choses-là. Et puis, il va falloir faire plus de licenciements que ce qui avait été prévu, il va falloir faire plus d'efforts salariaux pour ceux qui vont rester. Et les moins 20% qui ont été imposés dans certaines compagnies aériennes, c'est certainement qu'un début. On le voit en Hollande, même si aujourd'hui c'est encore en négociation. Le package de réduction des salaires qui avait été proposé n'est pas suffisant. Le gouvernement hollandais a dit, attendez, vu que la situation n'est plus exactement aussi... elle est encore pire que ce qu'on attendait, on va réviser, puis on va vous mettre des réductions de salaire imposées jusqu'en 2025. Et dans certains cas, on a des réductions qui vont jusqu'à 80%. On voit des exemples avec des pilotes d'Airbus A380 qui sont requalifiés chauffeurs de bus. Voilà, donc le système social français est peut-être protecteur, mais il y a des zones dans lesquelles c'est excessivement compliqué, et on le voit, et tous les jours c'est dramatique. Un savoir-faire, des gens qui ont un amour, une passion pour leur métier, qui sont en train de perdre tout ce à quoi ils s'accrochaient. C'est réellement dramatique. On voit tous les jours des exemples sur Twitter, moi ça fait mal au cœur. Maintenant, je vais me focaliser un petit peu juste sur l'exemple d'Air France. Quand vous regardez Air France, les coûts comparés avec ceux de IAG, vous voyez en gros ce qui est fuel en bleu, ça c'est à peu près le même pour tout le monde. Tout ce qui est autre, donc coût opérationnel, coût des avions, coût de la maintenance, frais des aéroports, c'est la même chose. Par contre, la grosse différence, IAG a largement plus coupé dans ses effectifs et dans ses salaires qu'Air France, et c'est pour ça que vous avez en bas le rouge, c'est là que se fait la grosse différence en centimes par available seat kilomètre.
C'est là qu'est la grosse différence, et donc malheureusement il est probable qu'en France il ait besoin encore de faire des efforts de ce côté-là. Donc là il y a beaucoup de questions à se poser sur les prochains mois. De quelle manière est-ce qu'ils vont réussir à réduire encore la masse salariale, puisque les autres postes de dépenses sont déjà quand même relativement optimisés. Le renouvellement de la flotte, on est un des derniers pays dans lequel la compagnie investit pour renouveler sa flotte, donc il y aura évidemment des réductions du coût du carburant, mais aujourd'hui le carburant coûte tellement pas cher que l'investissement dans une flotte moderne coûte de l'argent. D'habitude, on se refaisait de l'argent en économie de carburant par rapport aux investissements qui avaient été réalisés. Malheureusement, aujourd'hui, ce ne sera pas le cas. Et demain, ça coûtera certainement plus cher de voler écolo avec Air France que de voler plus polluant avec une compagnie comme British Airways. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué, c'est qu'il n'y a plus d'incitation économique à voler écologique. Et ça, c'est un problème pour Air France qui continue aujourd'hui à investir 1 milliard d'euros par an dans sa flotte. Vous avez enfin tout ce qui est lié au coût des avions. Vous avez ici les évolutions du coût. Vous avez à peu près 60% de la flotte mondiale qui est louée, qui n'est pas en propriété de la compagnie aérienne. Et donc dans ces 60%, vous voyez le coût qui s'efface pour la première fois. D'habitude, vous aviez une croissance du coût de location qui était 3, 4, 5% par an, ce qui était très important. Et maintenant, vous avez plutôt une baisse là qui est maintenant quasiment de 7%, mais qui va continuer à diminuer parce que vous avez beaucoup d'avions de seconde main, d'occasion, qui sont disponibles à l'achat pas cher. Et en location, aujourd'hui, il faudrait juste, pour les propriétaires des avions qui veulent essayer de les louer, ils veulent juste arrêter de les avoir sur les bras et de devoir assurer une maintenance. Donc, ils veulent juste réduire les coûts, même si ça leur coûte de l'argent. Donc, on revient sur ce tableau que j'avais présenté la dernière fois. Les résultats d'exploitation et donc les liquidités qui sont disponibles continuent à s'effondrer. Pour mémoire, donc Ryanair a fait un résultat d'exploitation opérationnel qui était positif au troisième trimestre. Air France, troisième trimestre, perte de 1 milliard d'euros. On parle de résultats d'exploitation, donc encore les résultats nets sont encore plus faibles. Et donc les liquidités qui s'effondrent à une vitesse grand V, ça va être encore pire que ce que j'avais annoncé et que les prévisions qui avaient été réalisées. Et donc les compagnies aériennes vont se retrouver encore plus vite que prévu à court d'argent pour payer les frais fixes, l'essence, les salaires. Il n'y a pas de moyen aujourd'hui clair de survivre à l'année 2021. Les grandes compagnies comme Lufthansa, vous le voyez ici, c'est celle qui a le moins d'argent. Elle va commencer l'année 2021 avec à peu près 6,5 milliards d'euros. Ça semble beaucoup, hein, mais quand vous grillez 1 milliard d'euros par mois en liquidité, vous faites le calcul, vous ne tenez pas jusqu'à l'été. Air France aura certainement les moyens de tenir jusqu'à l'été prochain inclus, mais il faudra absolument avoir soit des recapitalisations, soit de l'argent frais, soit de nouveaux prêts, soit la transformation de ces prêts en des obligations perpétuelles dans lesquelles le prêt n'est pas remboursé tout de suite, mais c'est repoussé à plus loin quand on ira mieux. En tout cas, dans l'immédiat, il faut s'attendre encore à avoir des faillites parce que toutes les compagnies ne pourront pas être sauvées. Il faudra s'attendre encore à des plans de licenciement qui vont être importants dans les compagnies aériennes, puis dans tout le secteur d'une manière générale, avec une petite exception évidemment sur tout ce qui est innovation, parce que là, il y a des moyens pour préparer l'avenir, il y a des moyens, il y a des plans de relance, il y a des plans d'investissement, il y a de la recherche qui continue pour préparer l'avion de demain. On voit, il y a plein de petites pépites aujourd'hui qui se lancent pour faire des beaux avions électriques, pour faire des beaux avions de petite taille en 2023, 2025, les drones taxis, les drones tout court. Donc pour les ingénieurs, même si là ça va être dur dans les 1-2 ans, au-delà il y a quand même de l'espoir. Pour les pilotes, je pense que le relais de croissance, ça va être l'arrivée des petits avions qui vont vraiment, à mon avis, cartonner à partir de 2023-2025. Les drones taxis, au niveau mondial, c'est 60 000 pilotes qui sont attendus en 2028. Le problème, c'est que ce n'est pas des emplois qui payent de la même manière qu'un pilote de ligne sur une compagnie traditionnelle. Et donc, il y a plein de questions aussi à se poser sur le modèle général de formation pour les pilotes. Ça, j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. En tout cas, on s'accroche. J'espère que vous avez le moral. Il le faut. Donc, un peu de muscu, un peu de course à pied. Profitez de ce confinement pour vous former parce que je pense que ça va être nécessaire. C'est ce que je fais. Je suis à l'Université du transport aérien. Je suis triste que ce soit par correspondance parce que c'est super intéressant. Mais voilà, je pense que les prochains mois et les prochaines années vont vraiment être compliqués pour tout le secteur. Et ça va pas s'arranger, en tout cas en 2021, par rapport à ce qu'on connaît malheureusement. En tout cas, la fin de la crise, ce sera quand on aura des passeports sanitaires, quand les frontières seront ouvertes et quand on aura un médicament, de quoi se soigner, un vaccin, on verra tout ce qui va arriver. J'espère que vous allez bien, prenez soin de vous, faites attention, n'hésitez pas si vous avez des questions et je vous dis à très bientôt.